Ma famille a ri quand je suis arrivée seule au mariage de ma sœur. Elle n'a même pas pu trouver un cavalier. A hurlé mon père, avant de m'être poussé dans la fontaine. Les invités ont applaudi. J'ai souri dans l'eau et j'ai dit, souvenez-vous bien de ce moment. 20 minutes plus tard, mon mari milliardaire secret est arrivé, et ils sont tous devenus blêmes. Je m'appelle Apolline Girard, j'ai 32 ans, et je me souviens encore du moment exact où les visages de ma famille sont passés de la moquerie au choc le plus total. Debout, au milieu de la cour majestueuse de l'Hôtel-Dieu à Lyon, trempé de la tête aux pieds. L'eau glacée de la fontaine dégoulinait de mes cheveux, collant ma robe de créateur à ma peau. Quelques secondes plus tôt, mon propre père, Hervé, venait de me pousser violemment dans le bassin sous les rires et les applaudissements de centaines d'invités au mariage de ma sœur, Clotilde. Je souris. Pas un sourire de bonheur, mais un sourire froid, affûté comme une lame, parce que je savais ce qui allait arriver. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment, ni de l'homme que j'avais épousé. Les chuchotements, les rires, les doigts pointés, tout cela était sur le point d'être réduit au silence, pour toujours. Avant de continuer cette histoire, et de vous raconter en détail comment j'en suis arrivé là, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. De quelle ville, de quel pays? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez déjà eu l'impression d'être le mouton noir de votre famille, si vous avez déjà ressenti cette solitude au milieu de ceux qui sont censés vous aimer le plus, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous, car ce qui va suivre a changé ma vie pour toujours, et pourrait peut-être vous donner la force que vous cherchez. Le choc de l'eau froide fut brutal, mais la vague de lucidité qui l'accompagna le fut encore plus. Alors que je me relevais, l'eau ruisselant sur mon visage, masquant probablement les larmes que je refusais de verser, j'ai vu leur visage. Mon père, Hervé, le torse bombé, triomphant. Ma mère, Martine, une main élégante devant sa bouche pour cacher un sourire satisfait. Ma sœur, Clotilde, la mariée, resplendissante dans sa robe blanche, son visage rayonnant d'une joie cruelle. Il me voyait comme la catastrophe finale d'une vie de déception, l'ultime humiliation pour clore le chapitre. Je me suis redressée lentement, repoussant mes cheveux mouillés de mon front. Le silence s'était fait peu à peu, les rires s'étouffant face à mon absence de réaction. Ils s'attendaient à des pleurs, à une crise d'hystérie, à ce que je m'enfuis en courant. Mais j'ai appris il y a longtemps, dans un tout autre contexte, que le calme est l'arme la plus puissante. Mes yeux ont trouvé ceux de mon père. J'ai souri, et j'ai vu une lueur d'incertitude naître dans son regard suffisant. Souviens-toi bien de ce moment, ai-je dit, ma voix claire et stable, portant sans effort dans la cour silencieuse. Je ne criais pas. Je n'en avais pas besoin. Chaque mot était pesé, précis. Souvenez-vous tous de ce que vous avez fait aujourd'hui. De la façon dont vous m'avez traité. Car je vous promets que moi, je ne l'oublierai jamais. Puis, avec toute la dignité que je pouvais rassembler dans ma robe trempée et ruinée, j'ai commencé à sortir de la fontaine. Chaque pas était délibéré. Je n'étais plus la victime. J'étais le calme avant la tempête. Une tempête qu'ils avaient eux-mêmes déchaînée et dont ils ne mesuraient pas encore la puissance dévastatrice. Ils pensaient m'avoir brisé, humilié devant tout le gratin lyonnais. Ils pensaient avoir gagné. Mais ils ne savaient pas que le vrai spectacle, celui que j'avais orchestré dans l'ombre pendant des années, était sur le point de commencer. Et j'allais en être la seule metteuse en scène. Que pouvait bien cacher mon calme apparent? Quelle force insoupçonnée me permettait de leur tenir tête ainsi? Pour comprendre la froide détermination qui m'habitait ce jour-là, il faut remonter le temps, dans les rues pentues de la Croix-Rousse à Lyon, là où j'ai grandi. La famille Girard a toujours été obsédée par les apparences. Nous vivions dans un bel appartement avec vue sur la ville, mon père était un avocat d'affaires respecté, et ma mère présidait plusieurs œuvres de charité. De l'extérieur, nous étions l'image même de la réussite bourgeoise. Mais à l'intérieur, la réalité était bien différente. J'étais l'ombre, et ma sœur Clotilde, de 2 ans ma cadette, était la lumière. Dès mon plus jeune âge, chaque réussite de ma part était systématiquement minimisée ou comparée défavorablement à celle, souvent moindre, de ma sœur. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Clotilde, est devenue la bande-son de mon enfance. Quand je ramenais un bulletin avec 18 de moyenne, on me demandait pourquoi je n'avais pas 19, car Clotilde, elle, avait eu les félicitations du jury pour son récital de piano.
Le souvenir le plus douloureux reste celui de mes 14 ans. J'avais passé des mois à travailler sur un projet pour un concours scientifique régional. J'avais conçu et construit une petite station météorologique fonctionnelle. Le jour de la remise des prix, j'étais surexcitée. J'ai remporté le premier prix. Le premier prix. J'ai serré le trophée contre moi, cherchant désespérément mes parents dans la foule. Ils n'étaient pas là. Quand je suis rentrée à la maison, le trophée à la main, ma mère m'a à peine jeté un regard. « C'est bien, ma chérie », a-t-elle dit, distraite. « Dépêche-toi, nous allons être en retard. » Clotilde a son audition pour le ballet de l'opéra, tu sais à quel point c'est important. Mon trophée a fini sur une étagère dans ma chambre, jamais mentionné à nouveau. Ce soir-là, ils ont célébré l'avenir prometteur de Clotilde au restaurant. Moi, j'ai mangé seule à la maison. Cette dynamique a continué pendant des années. J'ai appris à ne plus rien attendre. J'ai appris à cacher mes réussites pour éviter la déception de leur indifférence. Je suis devenue une experte de l'autosuffisance, me construisant une forteresse intérieure où leurs opinions ne pouvaient plus m'atteindre. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Car au fond, une petite partie de moi, l'enfant invisible, espérait toujours. Un jour, ils verront. Un jour, ils seront fiers. Cette vaine espérance m'a suivi jusqu'à mes études. J'ai intégré l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. Un choix qui les a horrifiés. Une carrière si commune. Tellement peu féminine, avait soupiré ma mère. Tu nous fais honte, Apolline, avait grogné mon père. Ils n'ont jamais cherché à comprendre. Pour eux, j'étais une anomalie, une pièce défectueuse dans leur tableau familial parfait. C'est pendant ma 2e année là-bas, lors d'un exercice de survie en solitaire dans la forêt de Fontainebleau, que j'ai eu une révélation. Seule, couverte de boue, mais me sentant plus vivante et compétente que jamais, j'ai compris. Je ne pouvais pas changer qui ils étaient. Mais je pouvais changer ce que je leur montrais. J'ai pris une décision qui allait sceller mon avenir et le leur, ils ne sauraient plus rien de ma vraie vie. J'allais leur donner la version d'Apolline qu'ils voulaient voir, l'Apolline moyenne, sans histoire, celle qu'ils pouvaient continuer à mépriser en toute quiétude. Et cette décision m'a menée sur un chemin qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Comment une jeune femme si souvent rabaissée a-t-elle pu trouver la force de construire une vie aussi secrète? Pendant que ma famille me cataloguait comme un cas désespéré, ma carrière, elle, décollait de manière spectaculaire. Après ma sortie de l'EOGN, j'ai été recrutée par la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Pour ma famille, l'histoire était simple et ennuyeuse, j'étais une petite fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, un poste administratif sans envergure. Le sceau du secret défense était l'excuse parfaite. Je n'ai pas le droit d'en parler, c'est confidentiel. Ils n'ont jamais posé plus de questions. Pourquoi l'auraient-ils fait? Cette version de moi, fade et sans ambition, correspondait parfaitement à l'image qu'ils s'étaient faite. Ils n'avaient aucune envie de la remettre en cause. La vérité était tout autre. J'évoluais dans le monde du contre-terrorisme. Mon esprit analytique et ma capacité à garder mon sang-froid sous pression m'ont rapidement fait remarquer. J'ai gravi les échelons, non pas discrètement, mais avec une efficacité redoutable. Je dirigeais des opérations, je démantelais des réseaux, je prenais des décisions qui sauvaient des vies. J'étais respectée, écoutée, parfois même crainte. Un monde à des années-lumière de la table du dîner familial où mes opinions étaient systématiquement balayées d'un revers de main. Cette double vie était épuisante, mais aussi étrangement libératrice. À la DGSI, j'étais moi. À la maison, je jouais un rôle. Mais la compétition était féroce, même au sein des services. Il y avait un homme, Bastien, un collègue brillant mais rongé par l'ambition et la jalousie. Il voyait mon ascension d'un mauvais œil. Lors d'une opération particulièrement sensible visant à intercepter une cellule dormante à Marseille, Bastien a tenté de me saboter. Il a, accidentellement, fait fuiter une information mineure mais erronée à un contact extérieur, espérant me faire perdre du temps et me discréditer. C'était une manœuvre subtile, conçue pour paraître comme une simple erreur. Mais j'avais appris à lire les gens, à anticiper leurs coups. J'ai flairé le piège. Au lieu de suivre sa fausse piste, je l'ai utilisée. J'ai monté une contre-opération de désinformation,
faisant croire à la cellule que nous avions mordu à l'hameçon. Pendant qu'ils se sentaient en sécurité, mon équipe et moi avons bouclé le véritable filet autour d'eux. L'opération fut un succès total. Et lors du débriefing, j'ai présenté les preuves, non pas de la trahison de Bastien, mais de son « erreur de jugement » qui, paradoxalement, nous avait aidés. Il n'a pas été renvoyé, mais il a été humilié professionnellement, marginalisé. C'était plus efficace qu'une confrontation directe. Cet incident m'a endurci. Il m'a appris que même dans un monde où j'étais respecté, je devais constamment me battre. La réussite professionnelle était devenue mon armure, mon refuge contre le mépris familial. J'étais au sommet de ma carrière, entouré de collègues qui me faisaient confiance, mais je rentrais le soir dans une solitude profonde, complètement invisible aux yeux de ma propre famille. Et c'est là, dans ce monde complexe de secrets, de pouvoir et de solitude, que j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon plus grand, et mon plus beau, secret de tous. Comment l'amour pouvait-il naître dans un univers si contrôlé et secret ? La rencontre n'a pas eu lieu sur un terrain d'opération, mais dans un cadre bien plus aseptisé, une conférence sur la cybersécurité à Monaco. J'y représentais la DGSI, un rôle public rare pour moi, mais nécessaire. Léandre Renaud était l'orateur principal. Je ne savais pas qui il était, juste qu'il était le PDG de Renault Global. Son nom n'était pas sur la couverture des magazines People. C'était un géant silencieux, un homme dont la fortune et l'influence se mesuraient en contrats de plusieurs milliards d'euros avec des gouvernements et des multinationales, pas en followers sur Instagram. Sa société développait les systèmes de sécurité les plus avancés au monde, ceux qui protégeaient les infrastructures critiques contre les menaces invisibles. Pendant son discours, nos regards se sont croisés. Il y avait une intensité, une intelligence vive dans ses yeux qui m'a immédiatement interpellée. Après sa présentation, il est venu directement vers moi, ignorant la foule d'admirateurs qui se pressaient autour de lui. Directrice adjointe Girard, dit-il, sa voix calme et grave. J'ai lu votre article sur les stratégies de contre-infiltration. Brillant. J'étais stupéfaite. Non seulement il savait qui j'étais, mais il avait lu une de mes publications dans une revue spécialisée obscure. Notre conversation a duré des heures. Pour la première fois depuis des années, je parlais à quelqu'un qui comprenait mon monde. Il ne voyait pas une femme dans un métier d'homme ou une fonctionnaire ennuyeuse. Il voyait une experte, une stratège. Il voyait la vraie moi. Notre relation s'est construite dans le plus grand secret, entre mes opérations classifiées et ses voyages d'affaires aux quatre coins du globe. C'était un ballet complexe de téléphones sécurisés, de rencontres dans des lieux discrets, de week-ends volés dans des endroits où personne ne nous connaissait. Avec lui, je pouvais enlever mon armure. Je pouvais parler de mes doutes, de mes peurs, et même, chose rare, de ma famille. Il écoutait, sans jamais juger, avec une empathie qui me désarmait. Ce qu'il ne voit pas en toi, Apolline, m'a-t-il dit un soir alors que nous marchions sur une plage déserte de Porquerolles, c'est leur plus grande perte, pas la tienne. 18 mois après notre rencontre, sur cette même plage, nous nous sommes mariés. Seuls 2 témoins étaient présents, mon plus proche collègue et ami, et sa sœur. C'était une cérémonie simple, intime, parfaite. Notre décision de garder notre mariage secret était mutuelle. Pour lui, c'était une question de sécurité, sa position faisait de lui une cible potentielle. Pour moi, c'était une question de survie émotionnelle. Notre amour était mon sanctuaire, le seul endroit de ma vie qui n'était pas contaminé par le jugement et la toxicité de ma famille. Je ne voulais pas le partager. Je ne voulais pas le voir sali par leurs commentaires, leur jalousie ou leur indifférence. Pendant 3 ans, nous avons bâti notre monde, notre univers parallèle, parfait et à l'abri des regards. Nous étions une équipe, un secret partagé. Jusqu'au jour où une invitation en papier cartonné, ornée de dorures et dégoulinant de prétentions, est arrivée par la poste, menaçant de faire voler en éclats les murs protecteurs de notre sanctuaire. Comment un simple carton d'invitation pouvait-il mettre en péril un équilibre si soigneusement construit ? L'invitation au mariage de Clotilde était tout ce que je détestais, ostentatoire et superficiel. Léandre devait être à Tokyo pour finaliser un contrat crucial. Je peux annuler, m'a-t-il proposé, voyant mon anxiété. J'ai refusé. Je ne voulais pas que ma famille ait un impact, même indirect, sur sa vie.
J'irai seule. C'était ma bataille, mon épreuve. Une dernière tentative, peut-être, de maintenir un semblant de lien. Le jour J, j'avais choisi ma tenue avec le soin d'un agent préparant une mission d'infiltration. Une robe d'un vert émeraude, sobre mais d'une coupe parfaite, un symbole silencieux de ma réussite. Alors que je finissais de me préparer, Clotilde est entrée dans ma chambre d'hôtel, un verre de vin rouge à la main. « Tu es presque prête ? Tu es magnifique », a-t-elle roucoulé. Elle s'est approchée pour m'embrasser et, dans un geste d'une maladresse feinte, a trébuché. Le vin rouge a éclaboussé tout le devant de ma robe. « Oh mon Dieu ! Je suis tellement désolée. »« Apolline, je suis impardonnable », a-t-elle crié, avec des larmes de crocodile dans les yeux. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas un accident. C'était un acte de sabotage délibéré, une façon de me rappeler ma place avant même que les hostilités ne commencent. J'ai dû enfiler ma tenue de rechange, une robe noire, simple, presque austère. Le message était clair, je ne devais pas briller aujourd'hui. En arrivant à la réception à l'Hôtel-Dieu, le manège habituel a commencé. Mes tantes commentaient ma coiffure, trop sévère. Mes oncles me demandaient si mon petit boulot pour le gouvernement payait assez pour vivre décemment à Paris. J'ai encaissé, le visage neutre, appliquant les techniques de contrôle que j'enseignais aux nouvelles recrues. On m'a placé à la table 19, la plus éloignée de la table d'honneur, une sorte d'île pour les parents éloignés et les oubliés. C'est là que j'ai remarqué Amélie. C'était une cousine éloignée du marié, une jeune femme au sourire timide qui semblait aussi mal à l'aise que moi dans ce faste. Nos regards se sont croisés et, pour la première fois de la journée, quelqu'un m'a souri sincèrement, sans calcul. Un petit geste, mais qui m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Le repas s'est déroulé dans un brouhaha de conversations auxquelles je ne prenais pas part. Je regardais ma famille, au centre de l'attention, riant, célébrant, sans un regard pour moi. C'était une douleur familière, une vieille blessure qui ne cicatrisait jamais vraiment. Je sentais la pression monter, la colère et la tristesse se mêler en un cocktail amer. À ce stade de l'histoire, je dois vous avouer quelque chose. Une partie de moi avait envie de me lever et de partir. De leur tourner le dos pour de bon. Mais une autre partie, celle qui avait été entraînée à aller au bout de ses missions, voulait rester. Je vous pose la question, à vous qui m'écoutez, face à une telle hostilité, à un tel mépris de la part de votre propre famille, qu'auriez-vous fait ? Seriez-vous parti ou seriez-vous resté, comme moi, en attendant de voir jusqu'où ils iraient ? Dites-le-moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse sincèrement. Chaque commentaire, chaque regard dédaigneux était une nouvelle coupure. La coupe était presque pleine. Je pensais avoir tout vu, tout enduré, mais je ne savais pas que le pire était à venir. Je ne savais pas que mon propre père se préparait à porter le coup de grâce, celui qui allait tout faire déborder. Comment un père peut-il en arriver à vouloir humilier publiquement sa propre fille ? Le moment fatidique est arrivé après le dessert. Mon père, Hervé, a tapoté son verre en cristal avec une cuillère. Le silence s'est fait. Il s'est levé, un micro à la main, le visage rougeaud de champagne et de fierté. Son discours a commencé par une ode à Clotilde, sa princesse, son rayon de soleil. Il a loué son talent, sa beauté, son mariage exceptionnel avec un héritier d'une grande famille de banquiers. J'écoutais, impassible, habitué à être l'antithèse de toutes ces louanges. Puis, son regard s'est tourné vers moi, de l'autre côté de la salle. Un sourire carnassier s'est dessiné sur ses lèvres. Une famille, c'est aussi un équilibre, a-t-il dit dans le micro, sa voix résonnant dans la cour. Pour chaque grande réussite, il y a des chemins plus modestes. Pour chaque lumière, il y a une ombre. Les invités ont ri, un peu gênés, ne sachant pas comment interpréter ces paroles. Mais moi, je savais. Je me suis levé discrètement, voulant m'échapper sur la terrasse pour prendre l'air avant que la situation ne dégénère. C'est ce qu'il attendait. Apolline. Tu nous quittes déjà, a-t-il lancé, le micro amplifiant sa voix. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'étais prise au piège. Je voulais juste prendre un peu l'air, ai-je répondu, ma voix se voulant neutre. Prendre l'air ou fuir, comme d'habitude, a-t-il rétorqué, s'avançant vers moi. Tu arrives seul, tu fais la tête toute la soirée.
C'est le plus beau jour de la vie de ta sœur et tu ne peux même pas faire un effort. Mais que peut-on attendre de quelqu'un qui n'a même pas été capable de se trouver un cavalier pour l'occasion? Des rires francs ont éclaté cette fois. L'humiliation était publique, délibérée. Papa, s'il te plaît, ce n'est ni le lieu ni le moment, ai-je murmuré, sentant le rouge me monter aux joues. Au contraire, a-t-il hurlé, maintenant à quelques centimètres de moi. C'est exactement le lieu. Un lieu de réussite, de bonheur. Tout ce que tu ne connaîtras jamais. Ces mots étaient des coups. Des décennies de ressentiment, de déception accumulées, explosaient enfin. J'ai cherché du soutien du regard de ma mère, de ma sœur. Rien. Ma mère souriait. Clotilde savourait sa victoire. Et puis, il a fait le geste de trop. Celui qui a tout fait basculer. Tu es une honte pour cette famille, a-t-il crié, et ses mains se sont abattues sur mes épaules. La poussée fut violente, inattendue. J'ai perdu l'équilibre, mes talons glissant sur le marbre humide. J'ai basculé en arrière. Un instant de flottement. Puis le choc glacial de l'eau. J'étais dans la fontaine. Le monde s'est tu un instant, puis a explosé en une cacophonie de rires, de sifflets et d'applaudissements. J'ai entendu quelqu'un crier, concours de t-shirts mouillés. Mon humiliation était complète. Mais alors que j'étais assise dans l'eau glacée, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le choc n'a pas seulement atteint mon corps. Il a atteint mon âme. Et il a brisé les dernières chaînes qui me liaient à eux. La petite fille qui cherchait leur approbation est morte à cet instant précis. Dans l'eau, une nouvelle Apolline est née. Froide. Calme. Et incroyablement lucide. Je me suis relevée, et j'ai souri. Je me suis éloignée de la fontaine, laissant une traînée d'eau sur le tapis coûteux, et un silence de mort dans la salle. Ils ne comprenaient pas mon calme. Ils ne pouvaient pas comprendre que ce n'était pas une fin, mais un début. Ils allaient bientôt apprendre la véritable signification du mot « regret ». Quelle terrible prise de conscience allait suivre cette humiliation publique? Je me suis dirigée vers les toilettes des dames d'un pas assuré, ignorant les chuchotements et les regards médusés. Chaque goutte d'eau qui tombait de ma robe sur le sol de marbre était comme le tic-tac d'une horloge. Le compte à rebours avait commencé. Une fois à l'intérieur, je me suis enfermée dans une cabine. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette, que par miracle j'avais laissé à ma table. L'appareil était sec. J'ai envoyé un message à Léandre. Pas de longues explications. Juste les faits, froids et précis comme un rapport de mission. Papa m'a poussé dans la fontaine. Devant tout le monde. La réponse fut quasi instantanée. Les 3 petits points de la rédaction sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Je l'imaginais, à l'autre bout, lisant mon message, la fureur montant en lui. Puis, sa réponse est tombée, nette et sans appel. Je suis en route. J'arrive dans 20 minutes. L'équipe de sécurité est déjà sur place. Ne bouge pas. 20 minutes. J'avais 20 minutes pour me préparer. 20 minutes pour passer de l'agneau sacrifié au loup. Attendez, laissez-moi reprendre mon souffle. Même en y repensant maintenant, mon cœur bat la chamade. Imaginez ce moment, l'attente, la tension, c'était presque insoutenable. Je suis sortie de la cabine et je me suis regardée dans le grand miroir doré. L'image était pathétique, cheveux plaqués, mascara coulant, la robe noire transformée en un chiffon informe. Mais mes yeux racontaient une autre histoire. Ils ne reflétaient ni la honte, ni la tristesse. Ils brillaient d'une lueur froide, d'une détermination glaciale. Le visage de la directrice Girard, pas celui de la fille de Hervé. La porte des toilettes s'est ouverte sur Amélie, la jeune cousine du marié. Elle s'est arrêtée net en me voyant. « Oh mon Dieu! Est-ce que ça va ?» a-t-elle demandé, sa voix pleine d'une compassion sincère. « Ce que votre père a fait, c'est monstrueux. » Son simple mot, monstrueux, a validé ce que je ressentais et a presque fait tomber mon masque de contrôle. « Je vais bien, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Juste un peu, humide. J'ai une robe de rechange dans ma voiture, si vous voulez, a-t-elle offert timidement. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais... C'est incroyablement gentil, Amélie, l'ai-je interrompu.
Mais j'ai ce qu'il me faut. Une habitude professionnelle. Toujours avoir un plan B, pourriez-vous juste m'accompagner jusqu'au parking? Je préférerais ne pas retraverser la cour seule. Bien sûr, a-t-elle dit sans hésiter. Elle m'a aidé à sortir par une porte de service, évitant la foule. Dans le coffre de ma voiture, j'avais une valise de secours, toujours prête. J'en ai sorti une robe simple, noire, d'une coupe impeccable, des chaussures plates et une trousse de maquillage. En 10 minutes, dans les toilettes du personnel que Amélie m'avait indiqué, la métamorphose a eu lieu. J'ai enfilé la robe sèche, j'ai refait mon maquillage, dissimulant toute trace de l'incident. J'ai attaché mes cheveux en un chignon strict et professionnel. Quand je me suis regardée à nouveau dans le miroir, la victime trempée avait disparu. J'étais prête. J'étais en contrôle. Mon téléphone a vibré. Un seul mot de Léandre. Un mot qui a fait battre mon cœur plus vite. Positionné. Comment l'arrivée d'un seul homme pouvait-elle changer le cours d'une soirée si désastreuse? Je suis retournée vers la salle de réception, Amélie à mes côtés comme une alliée silencieuse. L'ambiance avait changé. Les rires avaient repris, mais ils sonnaient faux. Il y avait une tension palpable dans l'air. Ma famille, au centre de l'attention, semblait savourer son triomphe. Je me suis positionnée près de l'entrée principale, juste assez en retrait pour observer sans être vue. C'est alors que tout a commencé. Les grandes portes doubles se sont ouvertes. 2 hommes en costume sombre, impeccablement coupés, sont entrés. Ils ne ressemblaient pas à des invités. Leur posture, leur façon de scanner la pièce. C'étaient des professionnels. Mon équipe de sécurité rapprochée, que Léandre avait envoyée en avant-garde. Un murmure a parcouru la salle. Mon père, Hervé, s'est avancé, le torse bombé. Excusez-moi, messieurs, c'est un événement privé. L'un des hommes l'a regardé comme s'il était transparent, tout en parlant discrètement dans sa dragonne. Et puis, Léandre est entré. Le silence est tombé d'un coup. Mon mari a une présence naturelle qui impose le respect, mais ce soir-là, c'était différent. Il portait un costume Tom Ford sur mesure qui murmurait la richesse, pas besoin de crier. Il n'était pas seulement un homme riche. Il était le pouvoir incarné. Son visage était dur, ses yeux bleus balayaient la foule avec une intensité glaciale, cherchant une seule personne. Moi. Quand nos regards se sont croisés, son expression s'est adoucie imperceptiblement. Un micro-changement que moi seul pouvais déceler. Il a traversé la salle, et la foule s'est écartée devant lui comme la mer devant Moïse. Les gens reculaient instinctivement. Il s'est arrêté devant moi. Il a pris mes mains dans les siennes, ignorant complètement mes parents qui s'étaient approchés, interloqués. Apolline, sa voix était calme, mais elle portait dans le silence absolu. Je suis désolée d'être en retard. Tu es parfaitement à l'heure, ai-je répondu, sentant une vague de soulagement et de force m'envahir. Il s'est penché et m'a embrassée. Un baiser tendre, protecteur, une déclaration silencieuse devant des centaines de témoins. Puis, sa main a trouvé le creux de mon dos, et il s'est tourné vers ma mère. Madame Girard. Je suis Léandre Renaud. Le mari d'Apolline. Le visage de ma mère est passé par une série d'expressions comiques, l'incompréhension, l'incrédulité, puis la panique. Le mari? Mais, c'est impossible, a-t-elle bégayé. Depuis près de 3 ans, a complété Léandre, sa voix toujours aussi polie mais tranchante. Mon père a retrouvé sa contenance. Quelle est cette mascarade? Apolline, tu as engagé un acteur? Tomber plus bas, c'est difficile, a-t-il ricané. Le ricanement est mort dans sa gorge quand une voix s'est élevée du fond de la salle. C'était un des associés du mari de Clotilde, le téléphone à la main, le visage blême. Mon Dieu, ce n'est pas un acteur. C'est Léandre Renaud. Le PDG de Renault Global. Forbes estime sa fortune nette à plus de 15 milliards d'euros. Un hoquet collectif a parcouru l'Assemblée. 15 milliards. Le chiffre flottait dans l'air, absurde, irréel. Ma mère a vacillé, s'agrippant au bras de mon père. Son visage, il y a quelques minutes rouge de colère et de triomphe, était maintenant d'un blanc cireux, celui de la terreur pure. Il pensait que le choc était terminé, qu'ils avaient atteint le sommet de la stupéfaction.
Mais ce n'était que le premier acte d'une pièce en 2 temps. Le coup de grâce n'avait pas encore été porté. Qu'est-ce qui pouvait bien être pire que la révélation d'un mariage secret avec un des hommes les plus riches de France? Alors que ma famille tentait encore d'assimiler l'inconcevable, les portes de la salle se sont ouvertes à nouveau. 2 personnes, un homme et une femme en tenue de ville sobre mais formelle, sont entrés d'un pas rapide et déterminé. Je les ai reconnus immédiatement. Mes 2 plus proches collaborateurs à la DGSI. Ils ont traversé la foule silencieuse et se sont arrêtés à quelques pas de moi. Directrice Girard, a dit la femme, sa voix claire et respectueuse, ignorant totalement le reste de ma famille. Excusez-nous de vous interrompre, mais une situation urgente requiert votre attention immédiate. Le mot « directrice » a résonné dans le silence. Je l'ai vu ricocher sur les visages de mes parents. La confusion luttait contre le choc sur leurs traits décomposés. Directrice? Directrice de quoi? A raillé mon père, tentant une dernière fois de s'accrocher à sa version de la réalité. D'une obscure agence de la Poste? Léandre a souri. Un sourire sans aucune chaleur. Votre fille, Monsieur Girard, a-t-il dit, chaque mot tombant comme une pierre. Est la plus jeune directrice adjointe de l'histoire de la Direction générale de la sécurité intérieure. Son travail consiste, entre autres, à empêcher des gens comme vous de dormir sur leurs 2 oreilles, en toute sécurité. Un travail qui a sauvé d'innombrables vies. Si la révélation de la fortune de Léandre avait été un coup de poing, celle-ci fut une déflagration nucléaire. Ma mère a porté la main à son cœur, comme si elle allait s'évanouir. Clotilde, ma sœur, me regardait avec des yeux ronds, comme si elle me voyait pour la toute première fois. La petite fonctionnaire ennuyeuse. La déception de la famille. La fille qui n'était même pas capable de se trouver un cavalier. Mon collaborateur m'a tendu une tablette sécurisée. Nous avons besoin de votre autorisation pour lancer la phase 2, directrice. J'ai pris la tablette. J'ai lu le rapport en diagonale, mon cerveau basculant instantanément en mode professionnel. C'était des années de pratique. Négatif, ai-je dit, ma voix ferme ne laissant place à aucune discussion. Maintenez la surveillance. Je veux un rapport complet dans 1 heure. Je prendrai la décision finale à ce moment-là. Bien reçu, directrice, a-t-il répondu en reprenant la tablette. L'échange a duré moins de 30 secondes, mais son impact a été sismique. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas une mise en scène. C'était la réalité. Ma réalité. Le pouvoir, la responsabilité, l'autorité que je portais chaque jour, et qu'il n'avait jamais soupçonné. Léandre a pris ma main. Nous devrions y aller. L'hélicoptère nous attend. Je me suis tournée une dernière fois vers ma famille. Ou plutôt, vers les statues de cire qui me servaient de famille. Ils étaient figés, leurs yeux vides, leur certitude, leur monde, leur narration familiale soigneusement construite pendant 30 ans, tout s'était effondré en quelques minutes. J'ai regardé mes parents, ma sœur, et pour la première fois, je n'ai vu aucune colère, aucun triomphe dans leurs yeux. Juste un vide. Un vide absolu et terrifiant. Comment peut-on se reconstruire après avoir vu son univers entier s'écrouler en un instant? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Nous avons quitté la salle de bal comme nous y étions entrés, en laissant le silence dans notre sillage. Mon équipe de sécurité a formé un cordon discret autour de nous, nous frayant un chemin à travers la foule d'invités médusés. Personne n'a osé dire un mot. En passant devant la table d'honneur, j'ai croisé le regard de Clotilde. Pour la première fois de ma vie, je n'y ai vu ni jalousie ni mépris, mais une peur panique. La peur de l'inconnu. Elle venait de réaliser qu'elle ne connaissait absolument pas sa propre sœur. Nous avons pris un ascenseur de service jusqu'au toit de l'hôtel, où un hélicoptère nous attendait, ses pales commençant déjà à tourner lentement. Le vent frais de la nuit lyonnaise était un baume sur mon visage encore échauffé par l'humiliation et la confrontation. « Est-ce que ça va ?» m'a demandé Léandre, sa voix proche de mon oreille pour couvrir le bruit du rotor. « Mieux que bien », ai-je répondu, et c'était la vérité. Je me sentais légère, comme si je venais de me délester d'un poids que je portais depuis ma naissance. Alors que nous allions monter à bord,
une silhouette est apparue sur le toit, essoufflée. C'était ma mère. Elle avait dû monter les escaliers en courant. Son chignon parfait était défait, son maquillage de créateur ne pouvait cacher la panique dans ses yeux. « Apolline !» « Attends !» a-t-elle crié. « Tu ne peux pas partir comme ça. On doit parler. » J'ai fait un signe discret à mon équipe, qui s'est reculée. « J'ai une urgence professionnelle, maman », ai-je dit, le mot « maman » sonnant étrange sur mes lèvres. La sécurité nationale n'attend pas les réconciliations familiales. La sécurité nationale ? A-t-elle répété, comme si le concept était trop vaste pour elle. Alors c'est vrai, tout ce qu'il a dit ? Chaque mot, ai-je confirmé. Pourquoi ? Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit ? Nous aurions été si fiers. La question m'a presque fait rire. Fiers ? Vraiment ? Ou auriez-vous trouvé un moyen de minimiser ça aussi ? De le comparer à la dernière œuvre de charité de Clotilde ? Auriez-vous même cru un seul mot de ce que je vous aurais dit ? Son silence fut la plus éloquente des réponses. Le pilote nous a fait signe qu'il était temps de partir. Je dois y aller, ai-je dit. Mais sa voix m'a arrêté une dernière fois. Ton père, il ne l'admettra jamais, a-t-elle murmuré, regardant le sol. Mais ce qu'il a fait ce soir, c'était impardonnable. Ce n'étaient pas des excuses, pas encore. Mais c'était une fissure. La première fissure dans le mur de déni qu'elle avait construit pendant 30 ans. Merci de l'avoir dit, ai-je simplement répondu. Alors que l'hélicoptère décollait, s'élevant au-dessus des lumières de Lyon, j'ai regardé en bas. Ma mère était une petite silhouette solitaire sur le toit, diminuée, perdue. Et pour la première fois, j'ai ressenti une pointe de pitié. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'Amélie. OMG, c'est le chaos total ici. Ton père est blanc comme un linge, ta mère a disparu, et Clotilde s'est enfermée dans la suite nuptiale. Tu es mon héroïne. Puis d'autres messages sont arrivés, d'oncles, de tantes, de cousins qui ne m'avaient pas adressé la parole depuis des années. Mais je savais qu'ils ne contactaient pas Apolline. Ils tentaient désespérément de contacter la femme du milliardaire, la directrice de la DGSI. Après une telle rupture, une réconciliation est-elle même envisageable ? Les semaines qui ont suivi le mariage ont été surréalistes. L'histoire, bien sûr, s'est répandue comme une traînée de poudre dans les cercles fermés de la bourgeoisie lyonnaise. Mais pas de la façon dont ma famille l'aurait souhaité. La version qui circulait n'était pas celle de « l'humiliation de la fille ratée », mais celle de « l'incroyable secret de la famille Girard ». Les conséquences pour eux ont été rapides et brutales. Mon père a été convié à une discussion par les associés principaux de son cabinet d'avocats, préoccupés par son manque de jugement et le scandale potentiel. Ma mère, la reine des œuvres de charité, a été poliment remerciée de son poste de présidente du conseil d'administration de son gala annuel. Humilier publiquement une directrice de la DGSI et s'aliéner un des hommes les plus puissants du pays était, semble-t-il, mauvais pour les affaires. Ils avaient touché à ce qui leur était le plus cher, leur statut social. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des appels de mon père, de ma mère, des messages de Clotilde depuis sa lune de miel. Je n'ai répondu à aucun. J'avais besoin de distance, de silence, pour traiter les événements et décider de la suite. « Que vas-tu faire ?» m'a demandé Léandre un soir, alors que nous dînions tranquillement dans notre appartement parisien avec vue sur la Seine. « Ils essaient de te joindre tous les jours. »« Je ne sais pas, ai-je admis honnêtement. Une partie de moi veut couper les ponts définitivement. L'autre se demande s'il y a quelque chose à sauver. J'ai commencé à voir un thérapeute, un homme spécialisé dans les dynamiques familiales complexes, recommandé par les services de la DGSI. C'est lui qui m'a donné la clé. Poser des limites, Madame Girard, m'a-t-il dit, ce n'est pas pour punir les autres. C'est pour vous protéger vous-même. Vous décidez des conditions dans lesquelles vous êtes prête à interagir avec eux. S'ils les acceptent, un dialogue est possible. Sinon, vous avez votre réponse. Cette idée a fait son chemin en moi. Punition contre protection. C'était toute la différence. Je n'avais aucune envie de me venger. Je voulais juste la paix. Je voulais avoir le droit d'exister pour qui j'étais, pas pour le rôle qu'ils voulaient me faire jouer.
3 semaines, jour pour jour, après le mariage, j'ai pris ma décision. J'ai ignoré les appels de mon père et de ma sœur. J'ai appelé ma mère. Sa voix était nerveuse, hésitante, quand elle a décroché. « Apolline ? » ?»« Bonsoir, maman, ai-je dit, ma voix calme et mesurée. Léandre et moi acceptons votre invitation à dîner dimanche. Mais il y a des règles. Des nouvelles règles. J'ai entendu sa respiration se bloquer. La première est que tu ne m'interrompras plus jamais quand je parle. La deuxième est que toute comparaison, positive ou négative, avec Clotilde est désormais interdite. La troisième, et la plus importante, est que si papa, ou n'importe qui d'autre, me manque de respect d'une quelconque manière, nous partirons immédiatement, et il n'y aura pas de seconde chance. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. L'ancienne Martine Girard se serait offusquée, aurait crié au chantage. Mais la femme qui m'a répondu était différente. Une femme humiliée, brisée dans son orgueil. « D'accord, Apolline, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. D'accord. Nous respecterons tes règles. » Le dîner du dimanche s'annonçait intéressant. Peut-on vraiment changer des décennies de comportements toxiques avec quelques règles ? Le dîner du dimanche fut aussi tendu et maladroit que prévu. Mon père oscillait entre une attitude défensive et des tentatives maladroites de s'intéresser à mon travail fascinant. Ma mère surjouait l'hôtesse parfaite, commentant l'origine de chaque ingrédient comme si nous étions des critiques gastronomiques. Clotilde et son mari sont arrivés en retard, visiblement mal à l'aise. Mais au milieu de cette tension, de petites choses se sont produites. Des moments presque imperceptibles. Mon père a posé une question pertinente à Léandre sur un contrat de cybersécurité. Ma mère, en débarrassant la table, a sorti une vieille boîte en carton. À l'intérieur, tous mes trophées scolaires, mes médailles de concours, mes diplômes. Je les ai toujours gardés, a-t-elle murmuré, comme pour elle-même. Le plus surprenant est venu de Clotilde. Après le dîner, elle m'a demandé de lui parler en privé dans le jardin. Je ne savais pas, a-t-elle commencé, tordant nerveusement sa nouvelle alliance. Pour ton travail, pour tout. Tu n'as jamais demandé, ai-je fait remarquer, sans agressivité. Je sais, a-t-elle admis. Je crois que, j'aimais bien être la préférée. C'était plus simple. Mon thérapeute dit que je dois comprendre pourquoi ta réussite me menaçait, même avant que je sache tout ça. Elle a levé les yeux vers moi. Il pense qu'une thérapie familiale pourrait nous aider. Toutes les deux. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était un début. Une reconnaissance. Une ouverture. J'y réfléchirai, ai-je répondu. Les mois qui ont suivi ont été un long et lent processus. Il y a eu des dîners plus détendus, et d'autres où les vieilles habitudes ont refait surface, nous forçant, Léandre et moi, à partir comme je l'avais promis. Mais chaque départ était suivi d'un appel d'excuses de ma mère. Lentement, péniblement, ils apprenaient. Mon père a commencé une thérapie pour gérer sa colère. La guérison n'était pas une ligne droite, mais une succession de pas en avant et de quelques pas en arrière. Un an, jour pour jour, après le fameux mariage, Léandre et moi avons organisé une grande fête dans notre appartement. Il n'y avait pas que ma famille. Il y avait mes collègues de la DGSI, la sœur de Léandre et ses enfants, mes amis de longue date, Amélie et son nouveau petit ami. C'était un mélange de mon passé, de mon présent, de ma famille de sang et de ma famille de cœur. En regardant ce groupe hétéroclite rire et discuter ensemble, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'ai vu mon père, non plus l'avocat arrogant, mais un homme plus calme, écoutant avec un intérêt sincère mon collègue lui parler de techniques de pêche. J'ai vu ma mère montrer fièrement des photos de son petit-fils à Amélie. J'ai entendu le rire de Clotilde, un rire plus libre, moins calculé. Ce n'était pas parfait. C'était encore compliqué. Mais c'était réel. Et pour la première fois, ça me suffisait. Léandre est venu derrière moi et m'a enlacée. Heureuse, a-t-il simplement demandé. J'ai posé ma tête contre son épaule. Oui, ai-je répondu. Je le suis. Je sais maintenant que la famille, la vraie, ce n'est pas seulement une question de sang. C'est ceux qui se présentent pour vous, qui vous voient clairement et vous aiment malgré tout. C'est ceux qui célèbrent vos succès sans jalousie et vous soutiennent dans vos échecs sans jugement. Parfois, ces personnes partagent vos gènes.
Souvent, non. La magie opère quand on cesse de forcer des liens là où ils n'existent pas, et qu'on nourrit ceux qui apportent une joie et une croissance mutuelle. Si vous avez lutté, ou si vous luttez encore, avec des dynamiques familiales toxiques, je veux que vous sachiez ceci, votre valeur n'est pas, et ne sera jamais, définie par ceux qui ont été incapables de la voir. Construire des limites n'est pas égoïste, c'est un acte de survie et de respect de soi. Avez-vous déjà réussi à guérir une relation familiale en posant des limites claires? Ou avez-vous trouvé la paix en créant votre propre famille de cœur? Partagez vos histoires et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.